Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle émission en compagnie d'Helmont Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous reprenons le fil de cette histoire des années 60-70 et la semaine dernière on a peu évoqué finalement un acte fondateur qui est ce qu'on appelle Atia Madiuca Stellar, c'est-à-dire ce moment où se fait le basculement finalement entre le régionalisme et l'autonomisme. Pour revenir un petit peu sur ce contexte, Helmont Simeoni, comment vous qualifieriez cet événement? Alors évidemment nous sommes je crois en 73, on est dans une période charnière extrêmement difficile puisque les événements de contestation s'étagent à partir de 69 de façon importante, terre du Fiumourbe ou d'évolution illégale des terres, mise en valeur de l'intérieur qui est totalement négligée, en même temps schéma routier dans la région de Porto, et nous sommes à l'ARC conscients qu'il faut absolument changer de statut, et que, alors que c'est l'action régionaliste corse, on pense qu'il faut passer à l'autonomie. Mais il y a une initiative qui naît juste sur ces entrefaites, c'est Adia Madiuca Stellar, dans laquelle on retrouve quand même des gens qui sont déjà des précurseurs du nationalisme. Diverses organisations en fait qui se retrouvent à ce moment-là. Ou des forces progressistes, il y a le Front et le FRC, le FPC, il y a José Strombone, il y a Ayudu, etc. Et nous y assistons comme observateurs en juillet 73. Pourquoi observateurs? Pour la raison très simple, c'est que notre Assemblée Générale vient après cette date-là, que les participants avaient retenu, et qu'il ne nous était pas possible de valider avant l'heure une évolution politique importante. Ça a été chose faite tout de suite derrière. On est passé à la revendication d'un statut d'autonomie interne au sein de la République française, et c'est là que nous avons adhéré à Adia Madiuca Stellar, si vous voulez, qui est sur les fondamentaux, peuple corse, langue, culture, regrouper l'essentiel des revendications de l'époque. Alors on l'a vu, c'est un contexte évidemment qui provoque ce basculement, ce passage finalement au régionalisme, vers l'autonomisme et puis plus tard vers le nationalisme qui est finalement l'étape suivante. Oui, ce n'est pas du tout une fuite en avant, c'est-à-dire que si on prend la gradation depuis le début, c'est tout simplement le régionalisme, avec un statut d'autonomie de gestion, mais où pratiquement la région n'a aucun pouvoir. Cependant, comparativement à la Sardaigne, c'est déjà quelque chose qui serait très intéressant pour l'île. C'est porté aussi par des forces économiques, toutes les forces de contestation, de la fiscalité, des impôts, du développement économique, enfin, des forces, je dirais, socio-professionnelles. Et ensuite, progressivement, on voit que chaque fois on franchit une étape qualitative qui va dans le sens d'un certain durcissement et d'une certaine radicalisation à mesure que l'État refuse le dialogue. Et c'est ce qui se passe quand après, en 1973, vous avez les bouts rouges. Et dans les bouts rouges, c'est une affaire extrêmement grave où la responsabilité, à l'époque on est dans le cadre de la loi anti-casseurs, est mise en cause et où quand même les violences d'affrontement entre les militants régionalistes, autonomistes de l'époque, et certains étaient déjà nationalistes, et l'État sont extrêmement sévères. Donc c'est à ce moment-là que se produit ce basculement qui de facto est inévitable, compte tenu des forces en présence et de leur antagonisme. On l'a vu, réponse de l'État, donc venue de Liberbou. Il y a aussi la bidépartementalisation. À cette époque-là, quelle est votre position juste face à cette... Sur la départementalisation, je crois qu'il est extrêmement simple. Il faut se rapporter à autonomie. Autonomie qui paraît à ce moment-là, et autonomie est extrêmement claire. Autonomie demande tout simplement la suppression des 2 départements, qui est une institution héritée du centralisme et qui a acquis une vocation coloniale et claniste, demande aussi la suppression de l'institution régionale de l'époque pour passer à un statut régional un petit peu plus intéressant. C'est comme ça que ça se passe, À cette époque aussi s'opère finalement le détachement de la Corse de la région PACA aussi. Oui, ça c'est un combat qui est mené parce que manifestement la Corse souffre
de cette tutelle et de la disparité entre les relations, la puissance, l'économie de la région Côte d'Azur et de la Corse. Nous sommes enserrés dans une compétition économique dont nous n'avons pas les moyens. Nous avons en même temps une tutelle administrative qui est très pesante compte tenu des poids respectifs des deux entités. Et c'est comme ça que, naturellement, on passe à une revendication plus spécifique, un détachement d'abord de la région PACA, la demande de la suppression des 2 départements, et en fait la collectivité unique, puisqu'on demande déjà que les 2 départements et l'institution régionale disparaissent pour donner, je dirais, un statut particulier de la Corse. C'est dans cet esprit et dans ces contraintes-là que s'est effectué ce changement. Edmond Siméoni, merci. On se donne rendez-vous demain. Demain, nous allons évoquer un temps fort aussi important de cette naissance de l'autonomisme, les universités d'été. À demain, merci. À domani, vi ringrazio. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour ce second numéro de la semaine en compagnie d'Edmond Siméoni. Bonsoir. Buonasera. Alors on va parler d'un moment fondateur aussi de cette lutte, de ces revendications. Là finalement où un événement où a lieu, où a sa place en fait tout le discours porté à l'époque par votre organisation entre autres, qui sont les universités d'été. Finalement on est dans on peut dire un événement qui rassemble à la fois le culturel, le politique, le patrimonial. C'est dans cet esprit finalement que naissent ces universités d'été. Alors je crois que ce qui est intéressant là justement, c'est que dans cet état de bouillonnement de la Corse, si on recontextualise, parce que la contestation est très forte, contestation du schéma d'aménagement, contestation du Hutzon Institute, appelant en 73 les Bourges, il y a quand même une effervescence qui est extrêmement importante. Il y a aussi les premières initiatives qui ont été prises à Paris par les responsables de l'époque, surtout Charles Santoni, Lucien Fay, et tant d'autres, qui constituent un groupe important, nous en avons déjà parlé. Et surtout, la conjonction se fait avec des gens avec lesquels nous militons quotidiennement. C'est surtout Jean-Jacques Albertine et son épouse. Jean-Jacques Albertine et son épouse, qui sont des Corses de la diaspora, qui participent d'ailleurs avec nous, je dirais, à répandre nos idées sur le continent, en direction des amicales et des Corses qui vivent là-bas. Donc, je dirais la cheville politique, c'est essentiellement Fernand Ettori, parce qu'il a l'autorité, parce qu'il a la notoriété, parce qu'il a les connaissances politiques, parce que c'est quand même une caution morale. C'est un chercheur. Et Jean-Jacques voilà. Et son épouse, eux, sont des militants de terrain, très très avertis, très aguerris, qui travaillent inlassablement à rassembler, bien entendu, tout ce qui est culturel, mais aussi tout ce qui est force vive. On ne peut pas dissocier qu'à l'époque, nous avons entamé, nous, en particulier, dès les années 70, une démarche qui est une démarche essentielle, ce sont les États généraux de la Corse. Ils vont avoir lieu 2 ou 3 fois, et quand même, dans les États généraux de la Corse, vous avez le mouvement régionaliste autonomiste naissant, vous avez toutes les forces vives, agriculture, tourisme, pratiquement, vous avez toutes les prestations de services et surtout vous débouchez sur un statut qui demande un statut d'autonomie de gestion dans le cadre de la République française. Il y a donc là une convergence forte avec les problèmes fiscaux, les problèmes sociétaux et c'est comme ça, tout naturellement, que se produit cette mutation. Et cette université d'été, là, elle est plus particulièrement bouillonnante parce que il y a véritablement le ferment, en particulier intellectuel et culturel de cette lutte. Et immédiatement, on commence à se remémorer l'histoire de la Corse, enfin pour ceux qui ne la connaissaient pas tellement. Et véritablement, ce sont des journées qui sont des journées très très passionnantes, très intéressantes, qui continuent, si vous voulez, à pétrir le levain de la prise de conscience. Ce sont des manifestations véritablement qui ont eu un sens très profond, une portée très large et surtout par l'œcuménisme qui se développe là-dedans. Si vous y ajoutez qu'il y a déjà des réunions de l'Arc qui sont des réunions majeures, en particulier l'été, vous comprenez que l'intrication des différentes manifestations, des différents courants, le fait qu'ils travaillent ensemble, contribue à donner une certaine densité et une certaine texture de fond à cette démarche. Alors la première démarre au début des années 70, c'est ça? Oui, au début des années 70. Bon, c'est un petit peu une improvisation, mais c'est quand même extrêmement prometteur. Et ensuite, c'est une édition qui se produit tous les ans.
à l'université de Corse, enfin à l'université non, au lycée Pascal Paoli à Corté, je m'en souviens très bien. Et tout ce que Corse de la diaspora compte de gens qui sont déjà motivés, y participent, des enseignants, des étudiants qui vivent dans les autres villes, qui enseignent ailleurs, bien entendu. Et au centre, il y a la revendication pour la création d'une université qui est au centre de toutes les revendications. Mais ce qu'on ne peut pas dissocier, c'est ce climat à l'époque de la Corse, qui est un climat de contestation. Il y a même des histoires importantes avec la Légion étrangère, des assassinats, et tout ça constitue, je dirais, un melting pot assez explosif au point de vue de la contestation. Et c'est comme ça que 70, 71, 72, et si vous voulez, ces journées, elles éclairent l'avenir, elles exhument le passé dans ses leçons, mais en même temps, elles s'impliquent directement dans l'actualité. Est-ce qu'on peut dire finalement que ces journées sont, on peut le dire, un moment d'unité pour ces Corses, en tout cas, on les fédère autour c'est un moment d'unité. C'est un moment d'unité intégrale, parce que là, il n'y a aucune scission politique, je dirais politique, idéologique, héritée de la métropole, gauche-droite, etc., et qui ont des tenants chez nous dans les différents mouvements, mais que nous tenons soigneusement à distance, non pas parce qu'on pense qu'il faut excommunier ces idées, mais nous ne voulons pas que des interférences idéologiques nationales françaises viennent polluer le débat. Et puis après, vous avez localement, vous avez des gens qui sont progressistes, vous avez des gens qui sont conservateurs, mais ces journées-là sont très très intéressantes parce qu'elles sont axées, si vous voulez, sur le culturel et sur le politique au sens large du terme, sans ligne de césure nette. Edmond Siméon, merci. Demain, on se retrouve pour parler justement d'une journée, d'une université d'été qui a été, en tout cas, fondamentale pour les événements d'Aléry, en tout cas pour la suite des événements. À demain, merci, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette 3e émission de la semaine en compagnie d'Edmond Siméon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a remonté le temps, finalement, on a évoqué ce contexte qui va nous mener progressivement aux événements d'Aléry. C'est une année, en tout cas, avant Aléry, qui s'annonce, on peut le dire, riche en bouleversements, riche aussi, on peut le dire, dans un contexte finalement qui s'annonce compliqué. On voit que l'État, finalement, n'accorde pas ou ne propose pas de solution à la problématique corse. Oui, c'est-à-dire que quand la contestation démarre au début des années 60, elle a une allure économique. Après, en 67, nous, avec la création de l'ARC, on lui donne une formulation politique. Et puis après, d'autres courants naissent. Mais le problème, c'est que la prise de conscience augmente. Les problèmes vont croissant, les solutions spécifiques sont toutes refusées, en particulier quand on est allié dans CAPA avec Nice, Côte d'Azur. Bon, et à ce moment-là, la prise de conscience augmente, mais la radicalisation insensiblement se fait. Les bouts rouges sont un phénomène de radicalisation. Après, vous avez des poursuites, après vous avez des procès, etc. Vous avez les premiers attentats aussi qui commencent à naître avec cette venue de Liberbou aussi qui finalement marque un temps d'arrêt aussi. Temps d'arrêt, mais avant il y a déjà des attentats de Juventus Paoli, il y a des tas d'attentats qui se passent et c'est tellement intenable que le gouvernement lui-même, et pourtant on ne peut pas dire que M. Giscard d'Estaing soit un novateur en politique, c'est un homme très conservateur, de la droite française conservatrice, tente une démarche qui a posteriori s'avérera comme une marche plutôt, je dirais, d'évitement du problème que de recherche volontariste d'une solution. Et il envoie Liberbou, et nous rencontrons Liberbou avec une délégation de 7 responsables de l'ARC. On en avait parlé justement la semaine dernière. On avait expliqué que finalement c'était un temps d'arrêt. Ça n'a pas abouti, et l'homme, je relisais les textes de l'époque, nous a mis en garde sur le fait qu'on se heurtait à un obstacle qui, à son avis, était insurmontable. C'était l'anticonstitutionnalité, déjà, des revendications que nous formulions. Alors, au lendemain finalement de cette visite, on peut dire finalement que le contexte est porteur d'un événement. On sent qu'il y a quelque chose qui va survenir. En tout cas, on sent que finalement la radicalisation est proche. Ça ne peut pas. C'est impossible que ça reste en l'état. Quand
quand par exemple Liberbou déclare la fameuse phrase même de 100 000 Corses autonomistes ne feront pas changer la Constitution, c'est considéré comme une fin de non-recevoir extrêmement brutale. Après vous y ajoutez tout le choc des bouts rouges, tout le choc des luttes quotidiennes qui sont menées parce qu'on revendique la SAFER, parce qu'on réclame des terres, parce qu'on réclame des enquêtes administratives, et ça va crescendo, et chacun comprend bien. Alors on dit très souvent, on a mis de l'huile sur le feu. Je pense objectivement ensuite, ce n'est pas ça. Nous nous sommes radicalisés à mesure que la situation se durcissait et qu'il n'existait absolument aucune alternative de négociation et d'ouverture. Et après, bien entendu, quand vous manifestez, que vous occupez des bâtiments publics, que l'on veut vous déloger par la force, il y a des affrontements. C'est comme ça que s'est constitué ce pool, je dirais, qui était un pool potentiellement explosif, il faut le dire. Hein. Bon, on ne savait pas à quel moment ça allait éclater. Bon, il y avait aussi l'affaire de la chaptalisation, dont nous avions parlé. La chaptalisation, nous n'étions pas contre le principe, parce qu'on savait qu'il fallait un certain ajout contrôlé de sucre. J'avais moi-même participé à des réunions sur la côte orientale, où il y avait le banc et l'arrière-banc de toute la vinification corse et tous nos parlementaires. Mais évidemment, après, ça a tourné à la foire d'Empoigne avec 20 000 tonnes de sucre importées par an et 4 récoltes pour une seule. Donc il y avait véritablement un climat qui progressivement tournait à la pré-insurrection. Alors, l'année 75, donc on le voit, porte finalement les germes de cette insurrection. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous sentez aussi, vous, poussé, on peut dire, par la jeunesse, une jeunesse qui, elle, est déjà extrêmement radicalisée? Bon, vous savez, il y a même, je dirais, une phrase célèbre qui avait été écrite dans la cage de l'Arc, Edmond la canne à pêche et le fusil. Objectivement, je ne pense pas que ce soit fondé pour une raison extrêmement simple. C'est que d'abord, nous avions commencé de longues années avant, qu'ensuite nous avions considérablement durci le combat, avec des égalités importantes, des mouvements très violents, en particulier dans le Fiumourbe ou à Porto, etc., que j'étais quand même celui qui était chargé d'aller voir les étudiants, et si ceux qui ont dans la mémoire, qui sont devenus acquis des responsables du FLNC, acquis des responsables d'autres organisations, si leur mémoire est fidèle, ils doivent se souvenir que je tenais un langage qui n'était pas un langage très formateur. J'ai participé avec eux à l'occupation du restaurant universitaire, donc si vous voulez, c'était un échange permanent. Maintenant que les jeunes aient apporté, je dirais, plus d'impatience, plus de volonté de l'avancer, mais il n'y a pas de... nous n'avons pas cédé alors qu'on était un petit peu craintifs, c'est pas du tout ça. C'est nous qui montons en puissance progressivement, nous les faisons monter, ils nous font monter, mais enfin c'est un mouvement d'une grande partie de la société engagée qui se produit. Quoi. Pourquoi finalement c'est resté, on peut le dire un petit peu dans les mémoires aussi, le fait que cette phrase célèbre, donc Edmond la canne à pêche ou le fusil, comment ça se fait finalement que c'est resté dans la mémoire collective aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi c'est resté dans la mémoire collective, parce que d'abord ça a été écrit au moment où véritablement il y avait cette poussée de la jeunesse qui était forte. Et nous l'avions créée, nous l'avions alimentée, et nous la soutenions, et nous regardions ces jeunes pousses avec les yeux de chimène. Et la contestation de cette jeunesse, et c'est classique par rapport à l'Arc, qui était considéré comme réformiste. Quand ça a été écrit, à l'époque, ça n'a pas fait tellement de bruit. Où ça a pris du relief, c'est après le drame d'Aliria qu'on a dit d'ailleurs, voilà, les prémices étaient déjà là, la canne à pêche et le fusil, il a choisi le fusil. Mais enfin, c'était faire fi de l'évolution sur déjà presque 10 ans de lutte. Hein. Edmond Simeoni, merci. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Buonasera. Alors hier, nous nous étions quittés finalement sur cette, on peut le dire, cette petite anecdote, Edmond, la fameuse phrase Edmond la canne à pêche ou le fusil. On en a parlé, donc on peut dire cette montée en puissance qui survient comme ceci finalement lors de l'été 75. Et puis il y a aussi ces journées d'été, cette université d'été finalement, où là aussi vous radicalisez votre propos avec un fameux discours qui a été rapporté de nombreuses fois aussi. Oui, alors pour l'anecdote, je n'ai jamais pris de canne à pêche, par contre j'ai pris le fusil, c'est une image bien entendu, et bien entendu que l'université d'été est très très impactée par ce climat.
c'est le réceptacle de toutes les espérances, de toutes les frustrations. C'est la volonté de matérialiser cette unité que l'on sent très très forte dans tout le courant politique et culturel d'un nationalisme naissant. Et bien entendu, août 75 qui se produit à Corté n'est pas du tout une surprise. C'est pas quelque chose qui a fait germer l'opération d'Aléria. Ce n'est pas vrai, non. L'opération d'Aléria, elle a germé en fait le jour où Liberbou nous a dit, même si vous êtes tous d'accord, ce sera non à l'autonomie. Bon, c'était une porte fermée. Bon, parce que si les manifestations de rue ne sont plus permises, parce que vous avez la loi anti-casseurs, si on vous arrête à tout bout de champ, si on vous interpelle, si par les urnes vous ne pouvez pas gagner parce qu'une fraude démentielle y sévit, et si en plus on vous dit, même si demain vous êtes majoritaire, vous ne pouvez pas gagner, c'est véritablement ouvrir la porte soit à la démission qui est impensable, soit à la lutte. C'est ce qui s'est produit, comme dans tous les pays du monde. La Corse n'a pas innové. Et c'est comme ça que nous arrivons en 75, où nous avons quand même un projet de durcissement. Il suffit de relire le discours, à telle enseigne que pendant le procès de la Cour de sûreté de l'État, ils n'ont même pas mentionné le discours, tellement ils pensaient qu'il était redoutable au point de vue du contenu. Dans quel état d'esprit, justement, êtes-vous lorsque vous réalisez ce discours? Est-ce que c'est finalement une manière d'emporter, puisqu'on le sait, on est dans un événement qui est fédérateur, donc d'emporter finalement l'adhésion des Corses qui sont présents, hein, Corses de la diaspora, et évidemment Corses qui habitent en Corse, évidemment. Est-ce que c'est un discours finalement qui annonce aussi ce qui va se passer? Oui. Il y a véritablement cette volonté, de souder autour de cette idée. Il y a la volonté, il y a la volonté de faire monter la prise de conscience, il y a la volonté de démontrer, si on analyse les textes, y compris Harit et les éditos de Marx et des autres, la volonté de démontrer que le dialogue est impossible et que compte tenu, comme aujourd'hui, que les enjeux graves sont écartés d'un revers de manche, quelle que soit l'hypothèse, nous n'avons pas d'autre solution que la lutte. Donc la volonté d'emporter l'adhésion, la volonté de solidariser un socle assez large et la volonté d'être, on le dit d'ailleurs, de prévoir la solidarité, parce que l'heure de l'épreuve va venir. Bon, quand vous êtes dans cet état d'esprit, donc on monte comme ça, alors les gens disent, le soir, à Corté, se sont réunis quelques-uns, mais enfin, c'est une plaisanterie. Vous pensez qu'on monte des opérations comme l'opération d'Aléria à 3 ou à 4? Non, il y a quand même, je dirais, au moins 15-20 types de confiance absolue, expérimentés, qui sont là, qui ne savent pas encore. On ne le sait pas nous-mêmes, ce que nous allons faire, mais qui savent qu'à un moment donné, il va falloir sortir de cet état-tête mortifère et pour lequel nous ne voyons aucune solution transactionnelle. Et c'est comme ça que on arrive, je dirais, à ce congrès qui est sulfureux, qui est révolutionnaire, objectivement. Il suffit de relire le texte. Évidemment, il prend tout son sens. Quelques jours après, naît l'opération d'Aléria. Est-ce que c'est aussi une apostrophe finalement au gouvernement? On peut dire quelque part une mise en garde en tout cas. C'est plus qu'une mise en garde, c'est une forme de fureur encore contenue, mais qui dit nous disons que nous sommes un peuple, que nous avons le droit de vivre, que nous avons une histoire, que nous avons une culture. Vous piétinez tout ça, vous pensez qu'on va se coucher, vous vous trompez, nous allons nous insurger. On va s'insurger avec les moyens qui seront les nôtres, mais il n'est pas question de céder, parce que céder, comme je le pense aujourd'hui, céder sur l'essentiel, c'est perdre l'identité du peuple et de la nation. Bon, mais c'est impensable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Edmond Simeoni, merci. On se retrouve dès demain, en tout cas, pour évoquer les prémices de ces événements qui surviennent donc à l'été 75. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Bonsoir. Bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Buonasera. On va rentrer dans le vif du sujet après cette mise en contexte que nous avons fait depuis déjà 2 semaines en votre compagnie. En tout cas, on va revenir finalement sur la naissance de l'événement. On l'a vu, un événement qui est finalement né de ce contexte, on peut le dire, assez particulier de l'été 75 et puis finalement qui va s'incarner dans un lieu qui est un lieu de toutes les tensions déjà depuis le début des années 60 puisque c'est la plaine orientale. Exactement, c'est un point d'aboutissement, il est préparé, il n'est pas fortuit, il est réfléchi, il est déterminé, et si vous voulez,
il faut voir que le succès des journées de l'Arc à Corté est quand même considérable. C'est une formule qui est assez large avec des artisans et tout, mais enfin, il y a au moins 20 à 25 000 personnes, pour pas dire 30 000 personnes qui viennent sur les 3 jours. Il y a une très très bonne ambiance, beaucoup de Corses de la diaspora, et le discours lui-même crée une atmosphère à telle enseigne que le pauvre Paul Silvani et d'autres disent on est sorti de là, on était quand même très très inquiets. D'autant plus on l'a signalé parce que c'est la vérité historique. Qu'il y avait des groupes de jeunes sur les banquettes au fond qui criaient Francesi Vora, FLN, des cris de violence anti-français. C'est vrai, c'est la réalité objective. L'ensemble de la salle ne priait pas ça, mais l'ensemble de la salle était quand même nous accompagnait. Donc vous imaginez cette préparation. Et si l'on ajoute tous ces phénomènes cumulatifs depuis des années, nous sommes sous tension. Et vous regardez progressivement, on monte les marches de la contestation, de l'illégalité, de l'affrontement et après de la sanction. Et puis après la radicalisation du FLN en 76, etc. Il y a là une démarche qui est une démarche progressive, réfléchie, inévitable à mon avis compte tenu des enjeux. Et on a préparé très très soigneusement cette opération pour laquelle 10 à 12 personnes dans l'équipe directe ont été retenues, tandis que d'autres sont chargées de l'infrastructure. La cible a été choisie tout simplement parce que le propriétaire de la cave est à l'épicentre d'un scandale viticole et financier sans précédent que l'État connaît parfaitement, dont nous avons avisé Liberbou, que nous avons tout fait pour faire déboucher sur une voie judiciaire. Un scandale qui n'est pas nouveau en plus. Non. En cette année 75. C'est pas du tout nouveau, mais l'État ne fait rien, ni poursuit les gens, ni toutes les banques de la place sont quand même compromises dans ces ventes de marchandises fictives, etc. Ces transactions scandaleuses. Et, bon, on rend public tout ça, et à ce moment-là, quand on pense à l'action, c'est un véritable coup de tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est l'occupation d'une propriété privée. Pourquoi? Parce qu'il y a des armes, je le précise, qui sont des fusils de chasse, parce que c'est fait à visage découvert, parce que ça vient après les journées de Corté, et parce qu'immédiatement la médiatisation est maximale. Il ne vous a pas échappé que la première photo qui est délibérément choisie, ce sont tous les fusils de chasse qui sont là. Bon, on peut plus dire qu'on est dans la garden party. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire non, mais fusil, il est décoratif, c'est l'arme traditionnelle des Corses. Non. Le fusil, il a été pris pour une raison extrêmement simple. C'est que nous ne voulions pas, d'ailleurs, comme on nous en avait menacé, être délogés par 2 ou 3 gifles et 3 grenades lacrymogènes, et qu'on faisait comprendre que c'était un signe de radicalisation, de détermination. Et comme je l'ai dit, si vous avancez, si vous tirez, nous allons riposter. Bon, il n'y a pas eu de surprise. Donc, on est arrivé dans cette cave avec des moments extrêmement difficiles. Alors, comment vous avez choisi, on peut revenir un petit peu sur ce commando, comment finalement s'est composé ce commando qui est important? Le commando, essentiellement, avec Max et 3 autres responsables, tous des gens qui avaient beaucoup de bouteilles, on en a parlé et progressivement, on l'a mis dans la confidence de façon très très étroite et ultra confidentielle. Les quelques personnes qui devaient participer, c'était tous des gens, d'ailleurs la suite l'a montré, qui étaient des gens particulièrement solides dans leurs convictions, dans leur tête, etc. Des gens qui n'avaient peur de rien, et nous les avons choisis et ils ont été avisés des risques. Il a été dit de façon extrêmement claire, il n'est pas question de céder à des pressions ou à fortiori à l'emploi de la force. Si les types en face, ils tirent, nous allons exposer notre problème. Notre problème, il avait été exposé à la dernière journée de côté. Si en face, ils tirent, nous allons riposter. Donc chacun était bien conscient des enjeux et le matin même, nous avons réalisé l'opération après avoir passé une partie de la nuit à proximité. Nous avons investi la cave en dégageant autant que faire sans violence. Il n'y a pas eu de violence physique, mais enfin il y avait quand même la violence morale. La famille de tous les rapatriés qui occupaient la villa attenante, et puis véritablement en sécurisant les lieux, en les décorant de bandières et de graffitis qui sont restés historiques.
Ça, bien évidemment, on va revenir sur le déroulement de ces journées dès la semaine prochaine. On va se quitter donc sur cette première journée, en rappelant aussi finalement que Aléria, c'est un tournant, ça on le verra aussi la semaine prochaine, un tournant, la fin de ces années ardentes, en tout cas de cet ouvrage, on peut rappeler cet ouvrage de Paul Sylvan, La Corse des années ardentes. Oh, je m'en souviens. Et la clôture, évidemment, c'est Aléria, c'est 75-76 de cet ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, ce qui est très important. Storia Nostrale, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza.